Bonjour à toutes et à tous. Avant d'attaquer, j'ai le plaisir de pouvoir dire que cette vidéo est sponsorisée par Shadows. Alors si vous suivez un tout petit peu mes vidéos, il y a de grandes chances pour que vous ayez déjà entendu parler de cette plateforme, mais je vais quand même vous faire une piqûre de rappel. Shadows, c'est une plateforme de streaming française, créée par des passionnés, qui propose exclusivement des films de genre, que ce soit de l'horreur, du thriller, du fantastique ou de la science-fiction, et tout ça sous forme de longs métrages et de courts métrages. Vous y trouverez des exclusivités, des grands classiques comme des pépites méconnues, et un peu tout ce qui se trouve entre les deux. En gros, de quoi satisfaire votre intarissable soif de frissons. Et ce, pour 4,99€ par mois, sans engagement, plus 7 jours offerts. Et vous pourrez me retrouver sur la plateforme, puisqu'on y trouve ma sélection de films, ainsi que 2 courts-métrages que j'ai réalisés. Encore merci à Shadows de sponsoriser cette vidéo, et maintenant c'est parti. Alors, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je parlerai des personnages de 2 films différents. D'une part, je parlerai de Francesca, interprétée par Jane Asher dans l'adaptation du Masque de la Mort Rouge, réalisée en 1964 par Roger Corman, d'après la nouvelle d'Edgar Poe. Et d'une autre part, je parlerai de Lucy, incarnée par Sadie Frost dans le Dracula de Coppola de 1992. Coppola, dont le mentor a d'ailleurs été Roger Corman. Même si je vais faire pas mal de parallèles et de comparaisons entre les personnages, je parlerai un petit peu plus de Francesca, déjà parce qu'elle est plus centrale que Lucy dans le film qui la concerne, et aussi parce que je compte bien un jour parler plus longuement de Dracula dans une vidéo consacrée au personnage de Mina. Alors mettre en parallèle ces 2 personnages, ok, mais pourquoi? Eh bien pour ce détail qui ne vous aura pas échappé, à savoir la flamboyance de leur chevelure. Ça pourrait paraître anodin dit comme ça, sauf que la couleur de cheveux de ces jeunes femmes est à mon sens très importante dans la construction de leurs personnages, la manière dont elles vont être mises en scène et la manière dont elles vont influer sur la narration. Comme vous le savez sans doute, la couleur rousse charrie tout un tas de symboles et de connotations plus ou moins sympathiques à base de sorcellerie et de satanisme, et pour en savoir davantage sur le sujet, je vous renvoie à la vidéo d'Occulture consacrée aux croyances sur les cheveux roux. En tout cas, on est en droit de se dire que la couleur de cheveux des 2 personnages n'est sûrement pas un hasard, surtout que Sadie Frost est en réalité brune, et que la couleur de cheveux a donc été choisie pour le film, et que si Jane Asher est bien une rousse naturelle, elle était justement à l'époque réputée pour sa couleur de cheveux incandescente. Alors pour explorer comment ces films utilisent de manière signifiante la couleur de cheveux de leurs personnages, je vais détailler les façons dont le roux est exploité comme une continuation de la couleur rouge, et devient donc symbole de maladie, de mort, mais aussi de vie. Pour commencer, je vais vous résumer l'histoire des personnages, alors évidemment alerte spoiler pour les personnes qui n'auraient pas vu les films. Le Masque de la Mort Rouge raconte l'histoire de Prospero, un prince plein de vices et de cruauté qui emporte la jeune et innocente Francesca dans son château, où il fait l'erreur de croire que ses sujets et lui-même seront à l'abri de la mort rouge, la terrible maladie ultra contagieuse qui décime le royaume. Évidemment, toute ressemblance avec l'actualité serait purement fortuite. Francesca est gentiment écœurée par les invités de Prospero, tous plus hypocrites et vaniteux les uns que les autres, et elle tente de s'échapper avec son père et son mec que le méchant seigneur a bien l'intention de tuer. D'ailleurs, il finit par zigouiller le père, ce qui choque un petit peu Francesca sur le moment, mais franchement elle s'en remet plutôt vite. À la fin, la mort rouge, personnifiée par une silhouette d'homme vêtue de cette couleur, s'invite au bal pour contaminer et tuer toutes les personnes présentes dans le château, Prospero y compris, et n'épargne que la vie de Francesca. Lucy dans Dracula, c'est une jeune femme séduisante, riche et admirée, la meilleure amie de Mina. Mina qui est la réincarnation de l'amour perdu de Dracula, qu'il n'aura de cesse de reconquérir. Mais en chemin, il va pas se gêner pour faire agir ses charmes vampiriques sur la belle Lucy, histoire de la pécho et de lui sucer le sang jusqu'à la lie, d'où qu'elle meurt et devient elle-même une vampire. Mais rassurez-vous, la vie de non-morte de Lucy sera de courte durée, puisque ses soupirants et le professeur Van Helsing s'empresseront de lui enfoncer un pieu dans le cœur et de lui couper la tête pour l'empêcher de nuire. Voilà, maintenant que vous avez le contexte, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour bien comprendre le sens de la couleur rouge dans ces films, je pense qu'il faut admettre qu'elle est symboliquement comprise comme du rouge. D'ailleurs, la couleur de cheveux est aussi appelée red en anglais. Néanmoins, on est d'accord pour dire qu'il ne s'agit pas vraiment d'un vrai rouge, comme celui du costume de la mort rouge ou comme celui du sang dont Dracula se régale. Et c'est là tout l'intérêt. Le roux, dans le cas de Lucy et Francesca, est un rouge qui avance masqué. Voici comment et pourquoi. Dans le Masque de la Mort Rouge, la couleur ne symbolise pas simplement la maladie, elle est la maladie. Toutes les personnes contaminées ont la peau recouverte de rouge, et dans la scène d'ouverture, la contamination est symbolisée par une rose blanche qui devient rouge. De même que, on l'a dit plus tôt, la maladie est personnifiée par une silhouette habillée en rouge. Prospero ne voit donc pas de menace là où il n'y a pas de rouge,
et encore moins de menaces en la personne pure et vulnérable de Francesca, pauvre paysanne qui le supplie à genoux d'épargner son père et son fiancé. Étudions alors comment Francesca va évoluer d'un statut de vulnérabilité à un statut de puissante menace, et surtout comment ça va s'exprimer au niveau de ses cheveux. Les premières fois qu'on voit Francesca, sa vie est complètement sujette au bon vouloir de Prospero, et astuce classique, elle est donc filmée en plongée pour indiquer l'ascendant que le seigneur a sur elle. Et on remarquera qu'à ce moment-là, ses cheveux sales ne sont pas d'un roux très évident. Amusé par la détresse de la jeune femme, Prospero décide de l'emmener de force dans son château, bien qu'il ait quand même constaté avec horreur que le village comptait un premier cas de mort rouge. Alors ok, avant de l'emmener, il demande à Francesca si elle est pas cas contact, mais c'est quand même un petit peu léger comme précaution. Bref, alors toujours dans l'idée de montrer Francesca dans une position inférieure, lorsque Prospero la fait jeter dans un bain parce qu'elle est crade, elle est toujours filmée en plongée dans ses plans rapprochés, et surtout dans les plans larges, le cadre la place carrément sous les pieds de Prospero. Et elle est aussi étouffée par la baignoire colossale qui occupe la moitié de l'image et qui la rend minuscule. Dans la scène suivante, maintenant qu'elle est toute propre et pomponnée, cette fois-ci positionnée en haut du cadre, rejointe par Prospero à la même hauteur et habillée d'un blanc éclatant qui détonne parmi les couleurs portées par les invités. De manière assez évidente, le blanc de la robe de Francesca l'associe à son innocence et à sa pureté. À ce moment-là, j'ai forcément envie de faire un parallèle avec la première apparition de Lucie dans Dracula. La charismatique jeune femme arrive dans la pièce avec son allure princière, toute de blanc vêtue, avec une crinière flamboyante qui ressort particulièrement grâce à la couleur de sa robe. Ici aussi, le blanc fait penser à la pureté et à l'innocence de la jeune femme, une jeune femme qui rêve de débauche et de nuits torrides, mais qui ne fait bien qu'en rêver. I did. Only last night. Fibber, you did not. Yes, I did. Well, in my dreams. À ce stade-là, la rousseur de Lucie ne fait que représenter son penchant pour la provocation, et le blanc de sa robe représente la réalité de sa vie, somme toute très sage. Une symbolique qui va évoluer au cours du film, mais nous y reviendrons plus tard. Pour revenir à Francesca, on en arrive au moment où Prospero lui fait visiter une série de pièces, dont chacune est peinte dans une couleur en particulier. La dernière de ces pièces est noire, mais Prospero refuse de lui montrer, en laissant entendre qu'elle n'est pas encore prête pour découvrir ce qu'il s'y cache. No. No, that room is not open to you. Not yet. What's in there? C'est en fait un lieu de culte dans lequel Prospero et sa disciple passent leur nuit et rendent gloire à Satan. Toujours est-il que Francesca se lève la nuit et va explorer tout ça en cachette. Quand elle entre dans la pièce, on découvre une fenêtre éclairée en rouge dont la lumière se confond très vite avec ses cheveux. Pour plus tard, gardons en tête ce plan, au moment où elle réveille malencontreusement Prospero, et que sa tête partage le cadre avec la fenêtre et qu'il y a une unité de couleur presque parfaite entre elle et le rouge grâce à la couleur de ses cheveux. Lucie, elle aussi de son côté, elle se relève la nuit pour aller explorer des terrains interdits, notamment lorsque Dracula la fait succomber à la tentation en l'hypnotisant. À ce moment-là, elle est aussi associée à la couleur rouge, de par ce vêtement que je n'oserais appeler une chemise de nuit. L'association de ses cheveux avec ce vêtement, renforcée par le reste de l'image très sombre et bleutée, indique qu'elle agit en accord avec le penchant séducteur et provoquant qu'elle exprimait dans les premières scènes. Jusque-là, on a donc le blanc qui représente la pureté et le rouge qui représente la tentation. Rien de bien étonnant, mais c'est pour la suite que tout ça va se nuancer. Du côté de Francesca, maintenant qu'on l'a vue associée au rouge de manière si évidente, on va avoir du mal à s'enlever cette association de la tête pendant le reste du film. D'autant plus qu'à partir de maintenant, ses cheveux seront très clairement mis en valeur, que ce soit par contraste avec les autres couleurs du cadre, ou parce que Francesca sera très souvent placée au centre de l'image avec une lumière subtilement dirigée sur sa tête. Au fur et à mesure que ces scènes se déroulent, Francesca est certes indignée par les pratiques de Prospero, mais non plus apeurée, et elle ne cessera d'essayer d'être la voix de la justice et de la compassion à l'oreille sourde du tyran. Let me go with him. You? Please. You? Oh, no, my dear, I could not bear to think of... No. Pourtant, le roux des cheveux de la jeune femme issue du village où sévit la mort rouge semble en faire une ambassadrice de la maladie et donc la messagère d'un risque de mort pour Prospero. But if they are killed, I will die. And so will Prince Prosper. Faut-il croire qu'en refusant de la libérer et en tenant à être un seigneur cruel, Prospero attire la maladie sur lui-même et se condamne? Sans doute, puisque dans la scène d'ouverture, peu de temps avant que Prospero enlève Francesca, la silhouette qui incarne la mort rouge annonce à la vieille dame que la libération des paysans est proche, alors même qu'il est en fait en train de la contaminer et de déclencher l'épidémie qui finira par tuer le prince et ses invités. Take this to your village and tell the people the day of their deliverance
is at hand. Du côté de Lucy aussi, on pourrait penser que le roux, associé au rouge, lui-même associé au sang, en fait une ambassadrice de la maladie. Alors non, il n'y a pas de cas de mort rouge chez Dracula, mais le vampirisme est presque toujours décrit comme une maladie, et a fortiori une maladie sexuellement transmissible, puisque les morsures de vampires sont presque toujours mises en scène comme des métaphores d'actes sexuels. D'ailleurs chez Coppola on n'est plus tellement dans la métaphore, mais plutôt dans l'explicite. Bref, Lucy est effectivement la première victime de vampirisme sur le sol anglais parmi les personnages, et c'est par son cas que le professeur Van Helsing va comprendre à quelle créature ils ont affaire. Draco. Mais pour revenir aux couleurs que porte Lucy et à sa couleur de cheveux, on notera qu'après le moment où Dracula abuse d'elle dans le jardin, on la voit de nouveau porter essentiellement du blanc. Un blanc assez ironique puisqu'il s'agit de sa robe de mariée, dont le symbole traditionnel n'est plus tellement valable à ce stade, puisque Lucy se change petit à petit en créature lubrique suite à sa morsure. Mais surtout, c'est lorsqu'elle est morte, enfin non morte, qu'elle est devenue entièrement blanche et que ses cheveux sont cachés, de manière à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de couleur sur elle. Le blanc représente cette fois-ci sa dénaturation. La rousseur qui faisait son identité et sa vie est annihilée, et lorsqu'elle est tuée par ses anciens soupirants et Van Helsing, le sang n'apparaît plus que comme ce qu'il est vraiment, un liquide corporel dont la perte entraîne la mort. Rétrospectivement, on se dit alors que les cheveux roux de Lucy ne symbolisaient pas plus sa prédestination à devenir vampire que la vie bouillonnante en elle, cruellement sacrifiée au dessein de Dracula. Mais pour aller plus loin dans l'interprétation de la chevelure rousse comme mauvais présage, et surtout comme présage finalement pas si mauvais, rappelez-vous au début quand je disais que le roux était un rouge dissimulé. Et bien malgré son innocence, Francesca va être régulièrement assimilée à une idée de dissimulation. Justement parce qu'elle est en fait la messagère de la mort sans le savoir. Dans la première scène où elle apparaît, vous avez ce plan qui, sur un fond de brouillard, met en valeur son profil en l'isolant subtilement du reste des personnages présents. Mais dans la suite du film, lorsqu'elle est arrachée à son milieu, l'image du brouillard ou du voile va être reprise plusieurs fois, et cette fois pour assimiler Francesca à la dissimulation. Par exemple dans la scène du bain, où la vapeur passe constamment devant son visage, ou lorsqu'elle ne sait pas qui tente de rentrer dans sa chambre et que des tentures viennent devant elle, ou aussi par la suite lorsqu'elle est vue plusieurs fois à travers des toiles d'araignée. Ça peut sembler être des détails insignifiants, mais si vous regardez le film, vous verrez que la récurrence du motif est frappante, et que ce procédé de mise en scène n'arrive qu'à Francesca tout au long du film. Et d'ailleurs il prend tout son sens dans la dernière séquence, celle où Francesca va être la plus clairement associée à la mort rouge. Prospero s'indigne de voir que quelqu'un est venu au bal masqué habillé en rouge alors qu'il l'avait formellement interdit. Il se lance à la poursuite de la silhouette, accompagné de Francesca qui, en écho à ce que je disais avant, porte un voile sur le visage en guise de costume. Ils finissent par rejoindre l'individu dans la pièce noire, et Prospero pense tout d'abord qu'il s'agit du diable. Mais nous, on se doute bien qu'il s'agit de la mort rouge, mise en scène dans un cadre qui fonctionne presque en miroir avec celui de Francesca lorsqu'elle était entrée dans la pièce la première fois. Détail intéressant, lorsque la silhouette raccompagne Francesca et Prospero dans la salle du bal, Francesca porte toujours son voile juste avant que la mort rouge ne se mette à contaminer tous les invités, et ne le porte plus une fois que l'image revient sur elle, sans qu'on l'ait vu l'enlever. Comme si, maintenant que la maladie s'abat sur la cour de Prospero, elle avait rempli son rôle caché et pouvait se dévoiler. D'ailleurs, à partir de ce moment-là, elle restera proche de la mort rouge et copiera ses déplacements plutôt que de suivre Prospero comme elle le faisait auparavant. Ce dernier demande à la mort rouge d'épargner la jeune femme, et c'est donc avant de partir et qu'on ne la revoit plus qu'elle dépose un baiser sur la joue de Prospero, l'air attristé. Ce geste est compliqué, parce que d'un côté c'est l'homme le plus détestable qu'elle connaisse, qui a d'ailleurs buté son père sous ses yeux, et en même temps c'est aussi un cœur de pierre qu'elle a réussi à suffisamment émouvoir pour qu'il décide, dans un ultime et unique geste de bonté, de la sauver elle, qui est diamétralement opposée à lui, mais qu'il a fini par admirer. C'est pour ça qu'à mon sens, ce baiser est à la fois un geste de contamination et de libération, comme annoncé par la silhouette au début du film. En donnant la mort rouge à Prospero, il est libéré d'une vie qu'il méprise et dans laquelle son âme est déjà morte. Your soul has been dead for a long time. Et sa disparition mène par la même occasion à la libération du peuple qui était sous son emprise. Bien sûr, concrètement, c'est la mort rouge que l'on voit tuer Prospero et non pas Francesca. Mais si la maladie a pu se retrouver à l'intérieur des murs du château où la cour se confinait, n'est-ce pas parce que Prospero a décidé de ramener Francesca du village? En fait, c'est le personnage de Francesca qui confère à la mort rouge son sens symbolique, celui de la destinée tragique que l'on se forge irrémédiablement lorsqu'on agit mal. En somme, pour Prospero, le rouge est la couleur de la maladie. Pour la mort rouge, c'est comme son nom l'indique, la couleur de la mort, mais pour Francesca, le rouge, qui fait partie d'elle-même de par la couleur de ses cheveux, devient en fait la couleur de la libération. Pour résumer, Corman et Coppola, en bons amis, nous offrent chacun un personnage féminin roux dont ils ont choisi d'exploiter la couleur de cheveux déjà souvent signifiante au départ, de manière à réellement servir la narration du film et à apporter des clés de compréhension sur le message général.
Messagères de présages qui les dépassent, Francesca et Lucy incarnent les différents sens rattachés à la couleur rouge, qui symbolise aussi bien la mort avec l'idée du sang qui coule, que la vie avec l'idée du sang qui circule. Elles dégagent toutes les deux en tout cas l'idée que la rousseur est la graine de quelque chose présent en elles, avant qu'elles en aient conscience, et avant que cette graine ne germe dans l'histoire du film. Dans le cas de Lucy, une attirance pour la passion qui sera exploitée par Dracula pour son plus grand malheur, et dans le cas de Francesca, un pouvoir mortel mais libérateur. Voilà, j'en ai terminé avec ces deux personnages, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, et en attendant la prochaine, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Shadows.